développé. Alors, notre invité, M. Adrien Pouliot, qu'on a reçu cette semaine avec Simon aussi, mais c'est toujours agréable de pouvoir vous jaser. Donc, il est le chef du Parti conservateur, présent au Saguenay du 21 au 23 juin, c'est ça? Oui, absolument, oui. OK. Comment ça se passe jusqu'ici? Je vais commencer par ça parce que le Saguenay et le Lac-Saint-Jean aussi, c'est connu traditionnellement comme une région très pro-syndicale. On sait ce qui se passe avec le conflit sur la construction actuellement, les concessionnaires. C'est péquiste, c'est nationaliste aussi. Comment vous êtes reçus ici dans les officines? Comment les gens vous reçoivent? Ben, en fait, très bien, parce que je dois dire que j'ai été bien impressionné par ce que j'ai vu aujourd'hui. Je suis allé à la fromagerie Boivin et j'ai eu une magnifique conversation avec M. Boivin, qui est un entrepreneur vraiment extraordinaire. Et je trouve que au Québec, on a tendance à ne pas valoriser ces gens-là qui prennent des risques, qui travaillent fort et qui... Je trouve qu'on on ne les met pas assez en valeur, ces gens-là. Je veux dire, quand on regarde tout ce qui a passé à travers, 4e génération, bon, l'incendie qui a eu lieu l'an dernier, et quand on regarde maintenant, ce gars-là exporte, il vient de signer des gros contrats avec des grandes entreprises à l'extérieur du Québec, c'est fantastique. Et ces gens-là, évidemment, M. Boivin, il peut pas faire ça tout seul. Là. Il fait ça avec des employés qui sont dédiés, qui ont du cœur, qui mettent du cœur à l'ouvrage. Alors, donc, j'ai trouvé ça bien impressionnant. Puis cet après-midi, je suis allé voir la mine de Niabec. Oui. Et là, c'était fantastique aussi parce que, encore une fois, c'est un projet magnifique d'expansion. Hein, ça fait longtemps. Il y a eu plusieurs expansions de cette mine-là. Puis là, il y a un autre gros projet d'expansion. Mais, encore une fois, là, on voit comment est-ce que c'est difficile d'être entrepreneur. Tous les bâtons dans les roues que ces gens-là se font mettre. Le nombre les rapports environnementaux, la réglementation, le BAP, il nous disait qu'il venait de déposer 4 briques de 1600 pages pour démontrer au gouvernement que leur projet a du bon sens. Là, ils ont reçu 250 questions. C'est incroyable quand même qu'on en soit là. On est en 2013. Ouais. C'est pour ça que je disais, ça prend des gens qui ont une vision économique aussi là, dans le débat, dans la joute politique, parce que si on fait juste parler, entre autres, Parti québécois, c'est correct, on parle beaucoup, entre autres, de programmes sociaux, mais on parle pas nécessairement de sources de revenus. On parle souvent de dépenses. Au final, là, entre autres, de maintenir un mieux-être au Québec, il y a un coût à ça. Est-ce que vous trouvez, puis ça va rejoindre fort probablement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y a suffisamment de gens qui viennent du privé en politique actuellement? On a beaucoup de gens des universitaires, Nicolas Marchaux en est un, des profs d'économie ou autre, mais on retrouve pas beaucoup de gens comme vous notamment qui viennent du privé. Non, il n'y en a pas beaucoup. D'abord, tu sais, il faut, disons que c'est pas très payant, là, puis c'est pas nécessairement... tu sais, c'est un milieu qui est difficile. Bon, moi, j'ai 56 ans, j'ai eu la chance d'avoir, tu sais, j'ai eu du succès en affaires, donc je suis financièrement indépendant. Alors, je fais pas ça, c'est sûr, je fais pas ça pour le salaire, là. Je fais ça parce que je suis passionné du Québec. Puis j'ai un peu de la peine, finalement, de voir ce qui se passe, de cette espèce de stagnation, là, où il n'y a rien qui avance, on est immobilisé dans cette espèce de col là, du gouvernemental où justement, tu sais, la mine Niabec, là, des rapports au gouvernement, puis il n'y a rien qui avance, c'est tellement difficile. Alors, moi, je pense que si on veut créer de la richesse au Québec, c'est par nos entrepreneurs. Puis on en a des entrepreneurs. Moi, j'ai confiance fondamentalement aux Québécois. Je pense que ce sont des gens qui sont, on le voit ici dans la région, des gens qui sont débrouillards, qui sont créatifs, qui n'ont pas besoin tout le temps de se faire tenir la main par l'État pour se faire dire quoi faire ou dépenser son argent. Nos gens au Québec sont smart, sont intelligents. Alors, qu'on leur donne un peu d'espace. Nous, ce qu'on veut au Parti conservateur, c'est pas de détruire l'État, mais c'est une petite cure d'amaigrissement, là, tu sais, là. Et l'espace qui va être libéré par cette cure d'amaigrissement-là, les Québécois sont capables de prendre cet espace-là, le laisser vacant, puis de l'occuper. Alors nous, on pense que les Québécois sont des gens qui sont capables de se tenir sans toujours se faire tenir la main par l'État. Oui, sans gouvernement, exactement. Question assez évidente. On sait qu'il y a depuis 5 jours une grève qui pèse dans la construction. Il y a un animateur ici le matin qui s'appelle Dominique Fortin. On en jasait. Une manière, ça va peut-être déchirer parce qu'on veut des acquis d'un côté puis on veut amaigrir de l'autre côté. Que pensez-vous justement de cette grève-là qui dure quand même depuis 5 jours? Ça coûte une couple de millions quand même, cette grève-là. Malgré qu'il y a 175 000 personnes, on commence à négocier, mais qu'en pensez-vous? Je peux le regarder à 2 niveaux. D'abord, au niveau micro, là, tu sais, la négociation, les demandes salariales, les demandes patronales. Moi, je pense qu'on s'enferge vraiment dans les fleurs du tapis. On est à 3 cents ici, puis 4 cents là. Là où les patrons ont une demande qui est
peut-être un petit peu plus, je comprends la réaction des employés, là, de dire, on veut payer le surtemps, avant on le payait à temps double, on veut le payer à temps et demi. Oui. Là, c'est une perte, tu sais, mais il faut qu'ils réalisent, ces gens-là, que tout le monde en province est payé temps et demi, là, puis après, temps double. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est plus, je lève mon hélicoptère à 30 000 pieds, puis je regarde tout le système qu'on a en relation de travail en construction, là. Puis je trouve ça hallucinant. Moi, je suis un entrepreneur, puis mes employés, c'est moi qui les embauche dans mes entreprises. Mais en construction, l'entrepreneur en construction, c'est pas lui qui embauche, là. C'est le syndicat qui embauche les employés pour lui. Alors, évidemment, la loyauté de l'employé n'est pas envers l'employeur, c'est envers le syndicat. Ouais. La relation est tout croche, là. Et donc, moi, ça me préoccupe, puis je pense que, en fait, la grève qu'on a actuellement, c'est un peu un symptôme du modèle québécois. Le modèle québécois qui est hyper centralisé. On a un gouvernement qui planifie l'économie. C'est comme en Union soviétique, là, tu sais. Et on crée des monopoles, le monopole syndical, et on crée un monopole, dans un sens, un peu un monopole patronal. Puis là, ce qui, normalement, devrait se régler entre des petits entrepreneurs en construction puis leurs employés. Là, on crée deux gros groupes qui s'affrontent. Tous les employés de la construction puis tous les entrepreneurs en construction. Oui. Et là, évidemment, ça fait que tout le Québec est pris en otage. Oui. Puis il y a toute la question de la liberté d'association. Ça va venir à un moment donné dans l'espace public. On le voit, ce que ça amène comme problème. Des fois, la mainmise de certains syndicats, notamment quand on parle des caisses de retraite des employés de la fonction publique, ne veulent pas céder sur les acquis. On le voit dans la construction. Yves Ouellette, j'écoutais son discours hier, ne fait que parler des acquis des pères de famille qui sont touchés par la négociation qui a cours actuellement, mais jamais il ne va parler de l'arrérage dans les travaux, entre autres, dans les infrastructures, ce que ça va coûter aux contribuables. Alors, nécessairement, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire de ce côté-là aussi, là, par rapport aux syndicats comme tels? On a l'impression que c'est juste là, une game, un rapport de force que le syndicat essaie d'établir, puis d'en faire un cas d'espèce pour d'autres conflits qui pourraient arriver. Ouais, nous, on est en faveur du droit d'association. Tu sais, c'est prévu dans la charte, puis les gens ont le droit de s'associer librement, dans la mesure où c'est libre. C'est bien correct, puis donc on n'est pas contre les syndicats. Mais le droit d'association, ça implique aussi le droit de non-association. Oui, tout à fait. Et par exemple, dans la construction, tu es obligé de syndiquer. Dans la fonction publique, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être syndiqué, puis tu choisis même pas ton syndicat. Nous, au Parti conservateur du Québec, on est pro-employé. On n'est pas anti-syndicat. Ce qu'on veut, c'est que les employés reprennent le contrôle de leur syndicat et qu'ils puissent, par exemple, avoir plus à dire au niveau de la gestion des syndicats, qu'ils puissent savoir où vont leurs cotisations syndicales qui sont forcées. Peut-être même qu'une partie des cotisations syndicales pourrait être simplement volontaire. Moi, que le syndicat ait une cotisation pour financer ce que ça coûte pour négocier une convention collective, c'est bien correct. Mais là, de demander aux employés, de forcer les employés à payer une cotisation syndicale pour louer des autobus jaunes pour les étudiants qui vont aller manifester. C'est de l'activisme politique. On l'a vu pendant le printemps érable. C'est sorti, puis il y a des étudiants qui n'étaient pas contents d'entendre ça. Mais il y a des sommes, des cotisations qui ont servi carrément à payer des autobus de carré rouge. Oui, puis si c'est volontaire, encore une fois, je m'objecte pas. Si l'employé donne sa cotisation volontairement parce qu'il veut financer des syndicats en Amérique latine ou financer des associations d'étudiants, ça me dérange pas. Mais je veux que ça soit libre. C'est ça qui est important. L'employé, pour moi, c'est lui qui doit être le patron des syndicats. Puis, malheureusement, avec le temps, je trouve que c'est devenu le contraire. Il y a un autre sujet. Vous l'avez abordé l'autre fois avec mon collègue Simon, mais j'aimerais qu'on puisse l'approfondir parce que un de nos chevals de bataille ici à la station, on est écœuré de payer. Puis on voit entre autres... C'est tellement bon votre affaire. Là. C'est fantastique. De voir entre autres les profits mirobolants de la SAC, qui a un monopole, qui a la main mise sur actuellement à peu près tout ce qui se fait de vin, qui veut même, si on veut réduire le pouvoir d'achat des gens, puis particulièrement tasser carrément les vins de 10-15$ et moins, et même au niveau d'Hydro-Québec. Il y a quelqu'un, je pense, qui s'appelle Claude Garcia, qui est proche de vous au Parti conservateur. Qu'est-ce que vous proposez pour ces sociétés d'État-là qui sont grasses, puis on dirait que comme contribuables et comme commettants, on n'a pas de pouvoir par rapport à ces structures-là qui sont gigantesques. Ben, c'est des monopoles, hein. Je veux dire, c'est ça le problème. Fondamentalement, c'est un problème de monopole. Parce que il y en a qui ont dit on devrait privatiser Hydro-Québec, mais il faut faire attention parce que de donner un monopole à un entrepreneur privé,
ou de lui vendre le monopole, c'est pas bon non plus. Là. On se rappelle quand Bell Canada avait le monopole puis qu'il n'y avait aucune concurrence, là, l'interurbain coûtait 10$ la minute. Là, alors donc, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est introduire des mécanismes de concurrence qui vont forcer la SAQ à réagir. Alors donc, pourquoi, par exemple, on ferait pas comme en Floride, quand tu vas dans un magasin Publix, là, qui est l'équivalent d'un métro, mais ces gens-là vendent du vin, là, il y a des rangées de vin, puis des rangées d'alcool, puis les gens sont pas plus pactés dans la rue. Donc, pourquoi est-ce que Métro pourrait pas vendre de l'alcool? Et à ce moment-là, la SAQ, ils vont être obligés de nous démontrer que, par exemple, ils nous disent tout le temps, nos conseillers sont extraordinaires. Si c'est vrai, ils n'ont rien à craindre. Mais ils vont être obligés de s'ajuster parce que au niveau des coûts, la SAQ, là, c'est un désastre. Là, comparé les coûts d'administration, de marketing, tout ça, c'est 2 fois plus élevé qu'un métro Richelieu. Là. Vendre une bouteille de vin ou vendre une bouteille de coke, là, c'est un peu la même chose. Là. Alors, la SAQ, étant donné que c'est un monopole, leurs coûts sont élevés, mais c'est pas grave, ils chargent plus cher, puis ils font beaucoup de profit. Parce qu'on n'ira pas ailleurs, c'est facile. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Où va-t-on aller? C'est ça. Alors donc, c'est le problème du monopole, puis c'est un peu la même affaire avec Hydro-Québec, et la même affaire, même avec, quand tu penses à l'Auto-Québec, pourquoi est-ce que l'Auto-Québec, on pourrait pas dire, par exemple, on va donner une concession pour exploiter la loterie, mettons, telle loterie ou telle autre loterie, on pourrait aller en appel d'offres. Puis, par exemple, ça s'est fait en Angleterre et les coûts de gestion ont baissé de façon incroyable quand ça s'est fait en Angleterre. Alors, moi, j'ai de la misère à regarder les modèles étrangers. On a de la misère à dire, on pourrait améliorer le nôtre. Là. Il y a des choses qui sont pas au beau fixe. On peut les améliorer. Des fois, est-ce que c'est pas un problème, des fois, au Québec, la rétroactivité? Voir, par exemple, aux États-Unis, ça fonctionne. En Grande-Bretagne, ça fonctionne. On a de la difficulté à se regarder dans le miroir puis regarder concrètement ce qu'on offre réellement. Tu as absolument raison. Puis le plus surprenant, c'est qu'on s'est inspiré du modèle suédois. Hein? On parle toujours des Suédois, les Finlandais qui sont... C'est tellement beau, c'est un paradis scandinave, puis c'est le Nirvana, puis tout ça. Mais ces gens-là, on oublie qu'ils ont fait faillite dans les années 90, puis ils ont tous changé leur modèle. Là. Le plus gros hôpital en Suède, à Stockholm, il s'appelle le Saint-Goran, puis c'est un hôpital privé. Exact. Alors... comment ça se fait que le modèle était bon avant, puis là, maintenant qu'ils l'ont changé, il est plus bon? Je veux dire, on doit s'inspirer des meilleures pratiques à travers le monde. Il est peut-être là le problème, c'est qu'on a tendance à se comparer au pire en se disant qu'on est meilleur, mais quand le meilleur, on se compare. Non. On a de la difficulté à se dire. On va toujours dire, tu vas avoir un modèle américain en santé. Non, pas nécessairement. Je suis pas sûr que le modèle américain en santé, c'est le meilleur modèle au monde, là, mais alors, pourquoi est-ce qu'on va pas regarder, justement, dans les pays, en Allemagne, en Suisse, il y a toutes sortes, il n'y a pas une seule solution à tous nos problèmes. Il faut qu'on ait s'inspirer des meilleures pratiques à travers le monde, parce que ça va pas bien de la façon que ça marche là. Parce qu'une des solutions, c'est pas entre autres de permettre, notamment aux médecins qui sont actuellement qui sont au public, de participer carrément au privé, de leur donner des heures, puis de dire, vous allez faire des heures. Ça, j'ai l'impression que le ministre Hébert n'entrevoit pas ça dans ses cartons, mais c'est peut-être une des possibilités pour désengorger. Il y a un nombre de solutions, mais vous vous positionnez comment là-dessus, là? Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que M. Hébert est contre ça, mais François Legault est contre ça, les libéraux sont contre ça, tout le monde est contre le concept d'avoir plus de privé en santé. Puis, nous, on a fait des sondages à l'Institut économique de Montréal, quand j'étais là, on a fait, je pense, 13 ou 15 sondages, et le Québec est la province au Canada où les gens veulent le plus une augmentation du privé en santé. Tu dirais, coudonc, pourquoi est-ce que nos politiciens, là, c'est bon pour les sondages, là, ils sont supposés tout le temps suivre les sondages, pourquoi ils ne suivent pas les sondages, là? Ils ont peur des syndicats, puis ils ont peur des médecins. Mais de fait, les médecins, eux autres, là, si on leur permettait de pratiquer et dans le privé et dans le public, ils seraient bien contents. Puis on va leur dire, pratique au moins un certain nombre d'heures, là, un minimum de 20 heures, 25 heures dans le public ou 30 heures, puis après ça, tu peux aller travailler dans le privé. Avec des horaires alléchants. J'ai travaillé dans des hôpitaux, puis j'écoutais les médecins, puis de jeunes femmes médecins qui disaient que les horaires sont très difficiles. Les horaires sont difficiles, donc en permettant d'avoir un horaire qui est plus... qui a plus de sens quand tu as des enfants, puis que tu as de quoi faire de ta vie, ça pourrait peut-être les aider aussi. Un autre sondage qu'on a fait, c'est les médecins spécialistes, on leur a demandé si, après avoir, disons, travaillé 30 heures par semaine, on vous permettait d'aller dans le privé, est-ce que vous seriez prêt à y aller? Puis on a calculé le nombre d'heures que les spécialistes étaient prêts à faire dans le privé, puis on a converti ça en nombre de médecins, puis ça faisait 756 spécialistes de plus. C'est incroyable. À faire 5-10 heures
dans le privé, on se prive de 750 spécialistes, là. C'est incroyable, tu sais. Et l'autre problème dans le système de la santé, c'est qu'on on a rendu illégal le droit pour quelqu'un d'acheter de l'assurance privée. Ouais, ça aussi, parce que là, tu sais, le médecin qui va travailler dans le privé, c'est bien beau, mais c'est pas tout le monde qui peut se payer un remplacement de hanche à 15 000 là, dans le privé. Mais si on permettait aux gens de s'assurer, ben là, ils paieraient peut-être, je sais pas, moi, 2, 3, 500 piastres par année. Hey, mais je vous écoute, là, je pose la question. Les syndicats doivent vous détester, ils doivent vous voir là, d'un mauvais œil, là. Tu sais, parce que j'écoute le discours, il y a un certain nombre de choses qui me rejoignent personnellement, parce que des fois, moi, je suis écœuré d'entendre parler de souveraineté et parfois de façon de financer les programmes sociaux. Mais les syndicats, les lobbies environnementaux ou les lobbies sociaux, ils doivent pas nécessairement aimer beaucoup votre discours, là. Ben, je sais pas. Moi, j'ai eu bien des discussions avec des syndicats, puis tu sais, le concept de dire que ils sont là pour représenter les employés, là, ces gens-là. Là. Alors moi, puis il y en a qui croient à ça. Alors, tu sais, c'est sûr que le changement, ça fait toujours peur. Mais si on continue dans la même direction, on va frapper un mur. Là. Alors donc, il faut faire... Puis c'est pas des changements, là. Je parle pas, encore une fois, là, de détruire les syndicats, c'est pas ça. Mais repensons à c'est quoi la mission essentielle d'un syndicat, c'est de représenter ses membres dans la négociation d'une convention collective. C'est ça. C'est pas de financer des syndicats communistes en Amérique latine, là, ou des étudiants, c'est pas ça, tu sais. Non. Alors, je comprends pas, par exemple, pourquoi est-ce que les syndicats ont tellement peur de donner leurs états financiers à leurs membres. Oui. Tu sais, M. Harper a passé un projet de loi, le C-377, et pourtant, il me semble, c'est bien clair. Décrié, entre autres, par le NPD et le Bloc, mais évidemment, on ne se cachera pas que ces gens-là sont près des syndicats aussi. Juste une dernière question, parce que là, on veut beaucoup parler d'investissement privé au Québec, puis il y a eu une session parlementaire à un moment donné où ça a brassé passablement entre la CAQ, notamment, et Hélène Sakaïb, qui est la ministre là, au niveau du Parti québécois, là, qui est sortie avec la Banque de développement économique, et il a été clairement établi avec des rapports pour en attester là, que les investissements privés, depuis l'arrivée du PQ au pouvoir, ont chuté d'1 milliard de dollars. Il y en a qui disent, bon, il y a une conjoncture économique. Évidemment, bon, aux États-Unis, ça a baissé un peu. En Europe aussi, c'est plus difficile. La reprise économique est plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler l'investissement privé au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec? Alors ça, c'est assez facile. D'abord, tu rends ça plus payant pour l'investisseur. Si tu veux attirer des investisseurs, là, ben, il faut que ce soit plus payant là, que ce que c'est aujourd'hui. Puis deuxièmement, il faut que ce soit plus facile. Alors donc, baisser les barrières. Encore une fois, je ne dis pas de tout déréglementer, ça en prend de la réglementation, mais quand je regarde les 1600 pages que Niobec doit déposer pour faire son fichu de projet, là, je veux dire, c'est incroyable. Le coût, là, c'est des dizaines de millions. Alors, tu sais, quand on dit que ça prend 16 permis à Montréal pour opérer un dépanneur. C'est incroyable. Alors, tu sais, c'est ça. Donc, baisser... Sans compter les histoires là, de loi 101, là, de Diane de Courcy. Alors, donc, baisser les barrières pour que ça soit plus facile, pour que les gens puissent y aller plus facilement. Puis, deuxièmement, que ce soit plus payant. Puis, le marché, ça va s'arranger tout seul. Effectivement. Ben, monsieur Adrien Pouliot, on le rappelle, les gens qui veulent vous rencontrer ce soir, je pense que vous êtes au Papy Resto Pub, 20h, c'est ça? Absolument. Un bon steak au charcoal. Et puis, on vous attend. Venez nous voir. Ça nous fait plaisir de jaser avec vous, jaser politique, puis de parler de votre super belle région. Bon, puis je vous ai rencontré. Vous êtes humain. Vous n'êtes pas si redneck que ça. J'ai pas de cornes, là. Puis, ben, c'est parce qu'il y en a qui me disaient, ça va rester marginal. Mais il y a plein de partis, là, actuellement. Je prends comme option nationale. Ils sont quand même allés chercher 8000 votes. C'est pas ma tasse de thé. Mais Jean-Martin Hossan a quand même intéressé les gens à la politique par son axe sur la souveraineté. Si vous réussissez le même exercice avec autant de membres, et sinon plus, en parlant d'économie, ben on aura gagné quelque chose. Puis parler aussi de responsabilisation par rapport aux finances publiques. J'ai l'impression des fois que c'est le discours de la pensée magique, de la baguette magique là, de Cendrillon un peu. Alors on aura peut-être fait quelque chose de ce côté-là. Merci, M. Pouliot. Ben, merci de m'avoir invité. On s'arrête quelques instants.